Bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-François. Vraiment content de te retrouver. Sylvain, ça faisait un petit moment. Ben oui, on se fait désirer. Ah oui, tu te fais désirer. Ben En ouais. plus, je sais que tu es extrêmement occupé. Tu as quand même quelques compagnies. Donc, je suis vraiment content de te retrouver ce soir. Ce soir, on va parler d'inflation. Oui. Parce que c'est un thème qui est à la mode. On en entend parler partout à travers la planète. Il y a une augmentation du coût de la vie qui prend place. Il y a une augmentation du taux d'intérêt. Sylvain, comment on est arrivé à vivre une inflation aussi importante en très peu de temps? Oui. Bien, on sait que historiquement, c'est déjà arrivé là, au début des années 80 qu'il y a eu une inflation encore plus importante que ce qu'on vit actuellement. Ce qu'on vit, c'est sûr que l'inflation est créée par le gouvernement actuellement. C'est eux autres qui décident d'augmenter les taux d'intérêt. C'est ce qui crée tout ça. Les raisons que lui nous donne d'augmenter les taux d'intérêt, c'est qu'il veut freiner la consommation parce que là, la demande est trop forte pour l'offre. Il y a des pénuries partout, puis la demande est très forte. Donc, en augmentant le taux d'intérêt, il se dit qu'il va ralentir ça. La stratégie, c'est ça. C'est ce qu'ils nous disent. Ouais. Mais d'un autre côté, financièrement, ça affaiblit beaucoup le pouvoir d'achat des gens, des Québécois, des Canadiens, des Nord-Américains. Là. On vit ici. Ça affaiblit énormément le pouvoir d'achat. Fait que ce que ça fait, c'est que ça va créer de l'endettement. Donc, c'est extrêmement négatif pour la classe moyenne. Ouais. Ça, c'est officiel. C'est elle qui va y goûter. Ouais. Les très pauvres Va être encore plus pauvre. vont être encore plus pauvres. Puis les très riches vont être encore plus riches. Parce que les très riches ne vivent pas sur des marges de crédit. Les cartes de crédit qu'ils ont, c'est pas un problème. Eux autres, de les payer à chaque mois. Là. Fait qu'eux autres, tu peux monter le taux d'intérêt à 22 ça va faire leur affaire parce que eux autres, ils placent de l'argent. Donc, ils vont avoir un meilleur retour sur leur Mais c'est intéressant. Ça, j'avais jamais pensé que les plus riches, avec une inflation qui augmente, étaient pour devenir encore plus riches. Ben oui. Oui. Ouais. Ouais. Comment on est arrivé à vivre une inflation qui semblait transitoire, à en Ouais. vivre une qui est un peu plus permanente que transitoire? Bien, c'est sûr que si on parle d'un nouvel ordre mondial qu'on pense qu'il va s'installer éventuellement, bien, c'est sûr que cette inflation-là ne redescendra pas à moins d'arriver avec vraiment un nouvel ordre mondial. C'est ce qui va nous amener là. Contrairement aux années 80, on savait que ça allait avoir une fin, c'était temporaire, mais c'était trop. Ce qui est troublant, par contre, c'est la rapidité avec laquelle actuellement ça va, parce que c'est toujours le principe de la grenouille dans un chaudron d'eau chaude. Hein? Ouais. C'est sûr que si tu grimpes le taux tranquillement, elle s'en apercevra pas trop, elle sortira pas. Mais là, c'est sûr que les augmentations sont énormes. Ils nous prédisent aussi les augmentations. Ils disent La que ça va grenouille pas veut finir. sortir. Là, elle veut sortir. Là. Sauf que le problème, c'est que le gouvernement, c'est lui qui a le couvert du chaudron. Hein? Ouais. Là, il est en train de le mettre dessus. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas de porte de sortie. C'est le gouvernement qui dicte le taux d'intérêt. Quand il y a une inflation comme ça, Sylvain, est-ce que ça arrive que les banques ont peur de perdre un certain contrôle? Non, les banques sont de connivence avec les gouvernements. Fait qu'à ce moment-là, au contraire, ils ont encore plus de contrôle. Parce que les épargnants sont à leur merci, mais aussi les emprunteurs. C'est quoi le speech d'une banque, par exemple? Est-ce qu'une banque, quand il y a une inflation comme ça, va demander ou va encourager les investisseurs à investir davantage? Bien, actuellement, puis c'est ce que je conseille aux gens, de faire attention à ce que les banques leur disent actuellement. Là, les banques leur disent « Ah, investissez dans la bourse, ça va bien, tout est beau, on vit dans un monde de licorne. » Là, c'est hallucinant. Là. Alors qu'on voit que la bourse est actuellement instable, oui, mais je dirais fragile avec tout ce qui se passe. Ouais. La guerre en Ukraine, il y a des mouvements boursiers aussi là, qui sont en train de... On a vu l'achat de Twitter, puis tout ça. C'est sûr que c'est des gros mouvements qui font que la bourse va être extrêmement fragile et très volatile. Ouais. Mais les banques nous encouragent. Moi, j'ai souvent dit, j'ai toujours à mes clients actuellement, pour les 6 à 18 prochains mois, soyez pas plus que 20 de vos actifs dans le marché boursier parce que On investit dans quoi d'abord? Bien, moi, j'irais plus actuellement parce qu'avant, on allait dans les obligations, ces choses-là. Mais les obligations sur le marché actuellement sont des obligations à long terme. Ouais. Donc, les taux d'intérêt ne sont pas tellement élevés. Ces obligations-là, si on veut s'en débarrasser, bien, il va falloir les vendre à perte. Habituellement, quand la bourse descend, les obligations sont plus intéressantes. Mais là, les deux côtés ne sont pas intéressants. Fait qu'il faut aller dans des obligations, des titres à revenus, mais à court terme, qu'on n'est pas engagé pour 10 ans. Ça, c'est votre conseiller qui va pouvoir vous dire où aller. Mais les banques nous conseillent le contraire. J'ai entendu quelqu'un dernièrement qui s'est fait dire par son conseiller à la banque, parce qu'il y avait un assez gros montant à placer. Là, on parle le dernier mois, puis le client lui demande « Penses-tu au moins que je vais faire du 4 Tu sais, tu peux
Puis là, le conseiller lui a dit, si tu fais juste 4 je ne fais pas ma job. On est dans un marché, je veux dire, il y a plus de chances dans quoi il a placé là, il y a plus de chances de faire du moins 22 que de faire du 4. Là. Ouais. Je pense qu'il ne fait pas sa job, disait qu'il va faire du 4 beaucoup plus que... C'est ça, tu sais. Mais les banques ils ont, comment je peux dire ça, ils ont un objectif, c'est de faire des profits. Ouais. Et puis, ils n'ont pas l'objectif de vous protéger. En temps d'inflation, comme ça, est-ce que les banques font plus d'argent qu'à l'habitude? Oui, parce que le taux d'intérêt augmente. OK. Tu as besoin de moins d'emprunts pour avoir le même rendement. Fait que tu sors moins d'argent. Ouais, c'est le taux d'intérêt qui fait que c'est le taux d'intérêt. Parce que le taux d'intérêt, ça va dans leur poche, ça ne va pas au gouvernement. Ouais. Quand le taux d'intérêt il hausse le taux directeur, ça ne va pas au gouvernement. C'est la banque qui fait ce profit-là. L'inflation, Sylvain, habituellement, est calculée sur une période annuelle. Oui. L'indice à l'inflation. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais dans des temps comme ceux dans lesquels on est présentement, pourquoi que le gouvernement ne calculerait pas, par exemple, l'inflation sur 2 ans plutôt que, ou l'indice à l'inflation sur 2 ans plutôt qu'un an, ce qui ferait que, j'écoutais un économiste aujourd'hui qui disait qu'on passerait beaucoup plus à une inflation de 4 plutôt que de l'avoir à 6 si on l'avait sur 2 ans, par exemple. Bien, c'est vrai que. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si ça fait moins lourd, moins peur. Bien, c'est pour ça que je parlais de la grenouille dans le chaudron. Là. Normalement, c'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça que les gouvernements vont travailler pour pas trop déstabiliser les gens. Là, on voit que non, c'est au contraire. C'est comme s'ils veulent assommer tout le monde en partant. Est-ce que c'est, bon, on va donner un grand coup, puis après ça, les gens vont être plus à notre merci, ils vont être plus... parce que le gouvernement, on l'a vu avec M. Legault, pour contrer l'inflation, c'est lui qui, en théorie, là, il fait partie de ça. C'est lui qui fait augmenter les taux d'intérêt. En tout cas, il participe à ça. Puis de l'autre côté, il dit on va vous donner 500 $ à chacun pour contrer l'inflation. Ouais. Fait qu'en montant le taux d'inflation, ça lui permet d'être le bon gars qui vient, gars, je vais t'aider. Moi, je vois pas d'autre stratégie que ça parce que... Je te donne puis je reprends de l'autre part. C'est ça. Fait que là, quand je te donne, bien, c'est pas moi qui... C'est-à-dire, quand je te reprends, c'est pas moi, c'est l'inflation, mais c'est moi qui te donne le 500 $. Fait que c'est moi qui a de l'air du bon gars. Tu sais, on l'a vu, là, qui a parlé à Québec solidaire, puis, tu sais, ils n'en donnent pas, eux autres, des 500 dans leur projet, tu sais, fait qu'ils focusent beaucoup là-dessus. Ouais. S'il est allé graduellement, bien là, ça y enlève moins de pouvoir de pouvoir gâter les gens, là, entre guillemets. C'est notre argent, dans le fond, là. Ils apprennent dans nos poches, puis ils nous la redonnent. Est-ce que l'inflation, tu penses, ça profite aussi aux organisations, aux entreprises, aux multinationales? En théorie, non. Non. Parce que toutes ces compagnies-là ont quand même des marges de crédit, ils ont toutes sortes de, ils ont des inventaires, fait que tout ça leur coûte plus cher. Ça leur avantage pas, puis en théorie non plus, ça ne les désavantage pas parce qu'ils refilent le coût aux consommateurs. Mais pour dire qu'eux autres font des gains là-dessus, non, habituellement non, puis au contraire, ça les met, ceux qui étaient plus fragiles, parce que ce pas toutes les compagnies qui roulent sur l'or, bien, ça les expose à des faillites, à des reprises, à des rappels de marge. Ça, on va peut-être commencer à en avoir de plus en plus, des rappels de marge. C'est-à-dire que tu as une marge de 50 000 pour ton entreprise, puis la caisse ou la banque disent, bien, on rappelle la marge, tu as 30 jours pour la payer. Cette inflation-là dont on parle ce soir, est-ce qu'elle aurait le potentiel de créer des inégalités économiques? Oui, définitivement. On l'a dit tantôt, les plus pauvres vont devenir de plus en plus pauvres. Pas seulement pauvres, mais ils vont devenir de plus en plus dépendants. Ouais. C'est là le danger. Tu sais, il y a une différence entre je suis pauvre, je suis bien, j'ai ce que j'ai besoin. Mais si je suis pauvre et je n'ai pas ce que j'ai besoin. Oui, c'est ça. Tu sais, là, c'est là le problème. Là. On parle de logement, nourriture, chauffage. Chauffage, au Québec, là, on ne peut pas dire... c'est pas important, là. On a 6 mois d'hiver, là. Fait que c'est des biens essentiels. Ouais. Bien là, on devient dépendant. Il y a une différence entre moi, j'ai pas beaucoup d'argent, je ne vais pas en Floride, je ne vais pas en vacances, je n'achète pas des cadeaux de Noël à mes enfants, mais j'ai tout ce que j'ai besoin de base. C'est ça. Et là, c'est quand tu descends en bas de ça, là, c'est là que ça devient problématique. On le voit, là, la crise du logement, on commence déjà à dire qu'il va en avoir beaucoup, là. Je comprends, mais tu sais, ça a été prouvé. Les épargnes des Québécoises et des Québécois ont été au summum pendant la pandémie, cette pseudo-pandémie-là, parce que les gens sortaient moins. Ouais. Ils allaient moins au restaurant, n'allaient pas en voyage, puis tout ça. Est-ce que tu penses que les Québécois sont mieux parés à faire face à l'inflation, étant donné les économies qu'ils ont ramassées de par les 2 dernières années? Bien, oui, indirectement, ça l'a quand même aidé parce que les gens... c'est le dollar loisir qui a été
qui a été épargné, dans le fond. Le dollar? Le dollar loisir. Ah, on voulait dire qu'on ne sortait plus pour faire des On sortait activités. plus, Ouais, nos enfants ne jouaient plus au hockey. Ouais. Tu sais, beaucoup de dollars loisirs qui n'a pas été sorti, donc les gens l'ont accumulé. Puis il ne faut pas le mettre ailleurs, vraiment. Là. ouais. C'est peut-être ça. Ça fait que ça a aidé. Beaucoup de mes clients ont économisé beaucoup plus qu'à l'habitude. Mais il y a l'effet toujours de « j'ai manqué, donc je vais me défouler ». Là, c'est le danger. Les habitudes qu'on a créées, peut-être que si on allait manger au restaurant, puis là, les restaurateurs ne m'aimeront pas, là, mais au niveau de la consommation, peut-être qu'on y allait trop. Peut-être qu'on. Parce que c'est pas normal que les Québécois sont d'une paye à l'autre Non. pour arriver à payer leur épicerie, mais qu'ils vont manger au restaurant 2-3 fois par semaine. Tu sais, il y a peut-être un déséquilibre que la pandémie aurait dû un peu nous aider là, à rationaliser les choses. Là. Parlons-en de cette pseudo-pandémie. Ouais. Est-ce que tu penses que l'inflation aurait été causée justement à travers la COVID-19, la guerre en Ukraine, le reconfinement de la population à Shanghai? Tu sais, Shanghai, c'est le premier port en importance mondialement. Ouais. L'Ukraine et la Russie approvisionnent 25 de tout l'approvisionnement en blé à travers le monde. C'est ça. Et toute la notion de la COVID, est-ce que tu penses que ça allait jouer un facteur important à ce qu'on vive une inflation? Définitivement. Parce que ça crée une pénurie. Même si elle est artificielle, ça crée quand même une pénurie. Est-ce qu'on veut la créer, cette pénurie-là? C'est sûr, parce qu'en créant une pénurie, là, tu peux faire ce que tu veux, puis tout devient légitime. Ouais. On augmente le taux d'intérêt, c'est à cause du COVID. On augmente le prix du pain au magasin, mais c'est à cause de la guerre en Ukraine, parce que ça fait augmenter le pétrole. Tous les biens matériaux augmentent aussi. Tout augmente, alors que quand on s'assied et on regarde ça froidement, il n'y a pas de raison. Non. Il y a beaucoup de choses qui augmentent actuellement que normalement, ça ne devrait pas augmenter. Est-ce que tu penses que l'inflation va nous conduire à une grosse crise économique? Actuellement, ça ne semble pas s'en aller vers ça. Ah non? Non, honnêtement, là, ça ne semble pas s'en aller vers ça actuellement. Mais je vois pas qu'est-ce que ça pourrait arriver à part ça. Mais actuellement, là, tout va bien. Le plein emploi, il n'y a pas de chômage. Je veux dire, tu perds ta job là, tu en gagnes une le lendemain matin. Là. Je veux dire, le plein emploi est là. Ça, c'est beaucoup. Là. Si tout le monde était au chômage, ça serait très différent. Ouais. Mais là, cette sécurité qui s'installe, ça va bien aller, qu'on nous a répété, là, mais les gens l'ont acheté, ça. Fait qu'actuellement, c'est ça, les gens ils vivent sur un nuage. Là. C'est ça. Ouais? Ils vivent sur un nuage. Fait que il n'y a rien qui nous annonce ça actuellement. La bourse, ça plante, c'est pas grave, ça va remonter. Il n'y a rien, là. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont se réveiller, les gens vont dire, oh, un peu, là, on dit qu'il y a une pénurie, mais tu vas encore faire l'épicerie. Si tu prenais une photo d'aujourd'hui, puis 2017-2018, des tablettes, tu dirais, oh, un peu, là. Mais comme ça s'est fait graduellement, on s'en rend pas toujours compte. Mais moi, je veux dire, je m'en rends compte. Oui, mais. Je vais au dépanneur, là, puis il manque mais du on lait, s'en rend compte parce qu'on est sensibilisé. Oui, peut-être. Mais la majorité de la population, tu leur dis, tu restes chez vous pendant 4 mois, puis tu n'as pas le droit de sortir, puis c'est correct. T'sais. Nous autres, on était plus sensibilisés à ça, mais les gens sont vraiment dans le ça va bien aller. Tu sais, il y a une grosse nouvelle qui est sortie la semaine dernière, puis ça a un impact majeur. On a reçu un apiculteur qui est venu nous parler. Écoute, moi, ça m'a tellement traumatisé. J'avais vu la nouvelle passer dans la presse ou Radio-Canada, je me souviens plus, comme quoi que 65 des abeilles domestiques sont mortes cette année. Ouais. Puis pas juste au Québec, là, à travers le Canada. Ouais. Le Canada est en manque de plus de 1 milliard d'abeilles domestiques. Ouais. Ça a quoi comme conséquence? Ça affecte la pollinisation. Ça affecte les récoltes cet automne. Ouais. Ouais. Une palette qu'on commande, il y a un embargo, on ne peut pas commander d'abeilles domestiques aux États-Unis, on les commande de l'Australie. Ouais. La palette d'abeilles est passée de 17 000 à 63 000 parce que ça vient par avion. Ouais. Pas juste ça, c'est que sur, je pense, 300 palettes qu'on aurait besoin, l'Australie peut juste nous en livrer 6 cette année. Ouais. Fait que là, tu vas voir que le coût ça vient briser la chaîne d'approvisionnement, puis probablement que cet automne, les on va la fruits, trouver moins drôle, non, ça, ce qui va se passer par rapport à ça. Ça, c'est sûr que ça va être. Écoute, ça m'amène à te poser la question. Tu sais, la Réserve fédérale a augmenté son taux de 0,5 % Le Canada l'avait fait, la Banque du Canada l'avait fait il y a quelques semaines, si ce n'est pas la semaine dernière. Comment la hausse d'intérêt pourrait affecter notre situation financière? Bien, c'est toujours, ça va augmenter l'inflation. Là. Si les taux d'intérêt augmentent, ça augmente toute la chaîne d'alimentation. Là, présentement, est-ce que c'est le temps de s'acheter une maison encore? Ben oui, je dirais que oui, parce que les taux d'intérêt sont encore très abordables. Là. Ouais. Et puis, l'augmentation, je pense que là, elle a ralenti quand même. Là. Puis les loyers augmentent. Est-ce que les loyers augmentent à cause de l'inflation?
Non, ça avait commencé avant. OK. Ouais. C'est pas rattaché. Non. Est-ce que, selon toi, la guerre en Ukraine représente une plus grande menace pour l'économie mondiale que l'augmentation des taux d'intérêt? Bien, tu vois, moi, la manière que je vois ça, c'est si on veut, c'est deux choses différentes. Ce que la guerre en Ukraine est en train de faire, c'est qu'elle est en train de changer l'échiquier mondial. Tu as des pays qui sont en train de prendre part d'un côté ou de l'autre. Ouais. Ici, on a une vision très américaine, très nord-américaine ou européenne, si on veut, de la chose. Mais tu as la Chine, la Russie, qui eux autres ont une autre vision. Là. Ouais. Puis là, bien, c'est sûr que ça vient un peu contrecarrer ce qu'on appelait là, la mondialisation. Tu sais, tout le monde. Là, on voit que là, les gens ne veulent plus faire l'affaire avec la Russie. Il y a des compagnies américaines qui ont quitté la Russie. Ça leur a pris combien d'années pour aller s'installer, McDo, en Russie? Puis là, ils décident de sortir. Non, mais je veux dire, ça a pris pas combien de temps, là. Exactement. Là, ils décident de sortir de ça. Avoir des pertes. Oui, avoir des pertes. Mais de l'autre côté, la Chine, ça lui a pris combien d'années pour venir s'installer en Amérique du Nord? Tu sais, quand on était jeune, là, Made in China, c'était de la scrap, on n'achetait pas ça, là, tu sais. Là, maintenant, la Chine fait de très bons... Exactement. Fait que donc, on s'est habitué à acheter en Chine. C'est bizarre comme scénario, là. J'aurais pas pensé que ça arriverait. Là, c'est comme si on revenait à deux pôles. Parce que je pense que le dossier d'inflation, c'est un dossier qu'on va certainement continuer à suivre au fil des semaines. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous ce soir pour nous partager ces informations-là. Bienvenue. Un dossier important, le dossier de l'inflation. Sylvain venait justement de parler du dossier de la guerre en Ukraine. Il y a des entreprises qui se sont retirées justement de l'Ukraine. Et ça implique, écoutez, j'ai sorti des chiffres pour vous là, avant de passer à mon prochain invité, mais Adidas, depuis qu'Adidas s'est retiré de la Chine, de la Russie, pardonnez-moi, c'est 270 millions de dollars de ventes de moins qu'ils n'ont plus. Le Renault, c'est 2,4 milliards de dollars de pertes. Volvo, c'est 423 millions de dollars de pertes. 3,35 milliards de dollars de pertes pour la Société Générale. BP, on parle de 20,4 milliards de dollars de pertes. Shell, c'est jusqu'à 5 milliards de dollars de pertes. On parle de 1,1 milliard de dollars pour AB InBev. Carlsberg perd 1,4 milliard de dollars pour s'être retiré de la Russie. McDonald's perd 50 millions de dollars par mois. Netflix a perdu 200 000 abonnés. Puis Hasbro, c'est 100 millions de dollars de pertes. Ne pas me dire que la guerre en Russie, puis tout le boycott qu'on veut faire fait plus mal à la Russie. Je pense que ce boycott-là fait mal à plusieurs entreprises qui dépendaient de la Russie pour vivre.